Bon. Bien, bonjour à tous. Bienvenue au centre d'affaires de Paillamboué, donc à Gonnet en province Nord. Merci d'avoir répondu favorablement à cette initiative qui a été voulue par Paul Néautine pour parler de l'économie en général, mais plus précisément du modèle économique du pays de demain. Vous savez, depuis plus de 20 ans maintenant, il y a un modèle politique institutionnel original qui a été mis en place en Nouvelle-Calédonie, qui a été accompagné d'une période de développement économique absolument extraordinaire, avec la réalisation de grands projets industriels, mais également beaucoup de réalisations en matière d'infrastructures publiques. Et avant donc les échéances que va connaître la Nouvelle-Calédonie au cours des prochaines semaines, des prochains mois, Paul Néautine a souhaité partager ses réflexions avec la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, les acteurs du monde économique local, sur les politiques publiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années, faire un petit peu un état des lieux des différentes avancées, mais également pour échanger avec vous sur les préoccupations du monde de l'entreprise, et notamment face à cette période qui s'ouvre dans les années à venir. Permettez-moi de me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laurent Châtenay. J'ai eu la chance en fait d'avoir un parcours à la fois institutionnel. J'ai été élu au moment de l'accord de Nouméa, la période de l'accord de Nouméa. Ensuite, une carrière plus longue dans le monde de l'entreprise, à l'international et localement. Je suis également membre du CESE, du Conseil économique et social. Et j'aurai le privilège et l'ardente tâche d'animer les débats. Donc, j'implore déjà votre indulgence, n'étant pas un professionnel de ce style d'exercice. On ne présente plus Paul Néautine, élu depuis en fait la création des provinces, président de la province Nord depuis 1999. Paul Néautine a un intérêt particulier pour la chose économique, si je puis dire, puisqu'en fait, c'est sa formation initiale. Il a un DEA en économie de l'Université Lumière de Lyon. Ses premières fonctions politiques en province Nord, ça a été en fait d'assurer la présidence de la commission du développement économique. Et on connaît son engagement, son implication dans les politiques de rééquilibrage au cours des dernières années. Côté de la FINC, j'ai à côté de moi Jacques Benex, donc que je laisserai se présenter un petit peu plus en détail, notamment nous parler un petit peu de votre parcours professionnel, donc vice-président de la FINC. Xavier Benoît, président de la FINC, la même chose, je laisserai à Xavier le soin de nous décrire un petit peu son parcours. Je vais peut-être commencer par Jacques. Bonjour à tous. J'ai démarré il y a 25 ans, puisque je suis arrivé il y a 25 ans en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai installé une petite usine de production qui s'appelle Sorocal, où je fais du rotomoulage et de la chaude en plastique, donc des cuves à eau et des fosses. J'ai notamment beaucoup travaillé avec la province Nord à l'époque sur les plans maison Jorédier. Et en 2002, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de racheter la société Placinor et ESQ. Placinor qui est installée en province Nord depuis 2001. Et pareil, grâce à la défiscalisation et aux marchés qui sont développés, et notamment grâce aussi à la province Nord, on a pu développer pas mal de marchés sur l'adduction d'eau et les VRD et terrassement. Voilà. D'accord. Et j'ai une autre petite entreprise qui s'appelle Soprotec, qui est aussi installée en province Nord depuis 2011. Voilà. Donc un parcours en province Nord aussi, donc ouais. Parfait. Xavier ? Xavier Benoît, donc engagé à la Fédération des industries grâce à Jacques depuis une dizaine d'années maintenant, donc à la présidence de cette fédération qui regroupe plus de 200 industriels dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest, et une fédération qui effectivement a toujours porté une idée sur le modèle économique et social de la Nouvelle-Calédonie, particulièrement un engagement sur les rééquilibrages nord-sud, puisque plusieurs adhérents, dont l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement donc, comme industriel BlueScope, ont investi pour créer des unités de production ou des représentations dans le Nord pour accompagner le développement. Donc effectivement, que ce soit au titre de mon activité professionnelle ou au titre de la Fédération des industries, une idée assez forte sur ce que peut être le modèle de développement et effectivement les besoins qu'on peut avoir au regard des politiques
publique en complément des engagements des industriels de la Nouvelle-Calédonie qui ont marqué leur intérêt pour accompagner le développement de ce territoire en novembre 2017 en menant des états généraux de l'industrie pour la Nouvelle-Calédonie, donc qui était de s'arrêter pendant 2 jours, et pendant 2 jours, une centaine de personnes qui ont réfléchi à ce que pourrait être l'industrie en Nouvelle-Calédonie, qui est un pan important de notre économie à échéance de 10-15 ans. D'accord, merci beaucoup Xavier. Donc on est vraiment là au cœur des thématiques qu'on souhaitait aborder. Donc c'est ces thématiques globales. Quel modèle économique, pour quel modèle institutionnel, à quelle fin? Je pense qu'aussi un petit peu plus tard on parlera de questions un petit peu plus spécifiques sur les orientations stratégiques à venir de la province Nord, ou du moins la vision des orientations stratégiques en matière économique, des outils et aussi les outils d'accompagnement de ce développement économique. Et puis donc alors du point de vue de la méthodologie, ce que je vous propose, c'est de prendre la parole chacun à votre tour, d'essayer d'être synthétique de façon à favoriser le dialogue. On se retournera vers la salle aussi à certains moments pour prendre vos questions. Je vous rappelle donc que cette séance est télévisée, donc elle sera diffusée par Calédonia, dans les conditions du direct, dans le cadre des Calédonia Conférences. Et je voudrais peut-être commencer en donnant la parole. Alors pardonnez-moi, je vais aussi présenter Sylvie Brier, donc, qui va se charger de faire le compte-rendu de la réunion. Donc vous recevrez aussi un compte-rendu de cette réunion. Pour commencer, donner la parole à Paul Néautine et demander à M. Néautine quel regard il porte en fait sur les 20 années qui se sont écoulées, ce qu'il considère avoir été les réalisations marquantes en matière de développement économique, du point de vue notamment du rééquilibrage, peut-être ce qui a moins bien marché ou ce qui aurait pu fonctionner différemment. Monsieur Néautine, la parole est à vous. Merci Laurent. Donc, je remercie toutes les personnes ici présentes parce que c'est un moment qui est important pour la période de pouvoir échanger, mais vous êtes tous des entrepreneurs, mais vous êtes tous préoccupés par les activités que vous développez, et je sais que dans une des périodes de ce type, il vaut mieux qu'on parle, qu'on dise les choses pour éviter que s'installe d'autres postures, parce que c'est un fait de remarquer en Nouvelle-Calédonie qu'à chaque fois qu'il y a des échéances électorales ou des enjeux comme celui du 4 novembre, on dit que les affaires tournent moins bien. Donc c'est l'idée, je veux dire, c'est ce qui revient à chaque fois. Moi, je souhaitais que cet échange puisse avoir lieu pour dire précisément qu'il n'y a pas à s'inquiéter du 4, quel que soit le résultat de la consultation du 4 novembre, les choses se poursuivent normalement, que ce soit le oui ou que ce soit le non. Il y a une stabilité dans les choses parce que toute activité qui existe continuera à se poursuivre le lendemain. Les gens sont au même endroit, le système institutionnel reste en place. Voilà, donc j'y reviendrai s'il y a des questions tout à l'heure, parce que c'est la partie, on va dire, contexte politique et institutionnel. Donc le souhait que j'avais, c'est effectivement comme Laurent l'a dit, moi comment on va dire ça, je suis dans les institutions, je suis un homme politique, mais j'ai bénéficié d'études de sciences économiques. Donc à mon époque. Et donc, quand on parle de vivre ensemble dans un pays, évidemment qu'il faut que les gens aient une activité.
et que leurs besoins soient servis par ce qui résulte des activités des acteurs économiques, des agents économiques. Est-ce que ça a toujours été une chose, reçue de cette façon pour tous? Ben, pas forcément. Moi, je suis ressortissant donc, de ce qu'on appelle le peuple kanak. Donc, les gens qui descendent de mon âge, nous sommes nés en tribu. Enfin, moi, je suis né en tribu. Donc, sage-femme, ma grand-mère et tout. Nous n'avons pas toujours accédé à l'école publique. Dans les années 50 déjà. Moi, je suis né en 51. Je suis allé à l'école dans les années 60. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir une perception différente de ce qu'on appelle l'économie. Hein. Pour autant, on sait très bien qu'on a donc appris. Maintenant, je suis à un poste où j'ai une visibilité de ce qui se passe dans l'économie. Mais pour ce qui me concerne, j'ai fait l'effort moi-même de savoir quand on dit économie, quand on dit ceci, quand on dit cela, commerce, ça veut dire quoi. Parce que du milieu dans lequel je suis venu, il n'y a pas de production marchande, il n'y a pas de... Tous ces dispositifs, on produit et on utilise ce que l'on produit. Hein? Donc il n'y a pas d'accès à la marchandise de façon avérée. Il y avait les colporteurs là, qui passaient dans les tribus. Dans les vitrines, vous avez des produits. Mais c'est des produits importés. Mais que le résultat de son travail dans le milieu tribal, sur terre dite de réserve à l'époque, ben, il n'y avait pas grand-chose qui sortait sur le marché. C'est le café, pour les gens de la côte Est. Ou un peu le cacao, pour ceux qui ont fait un peu par là, parce qu'il y avait des tentatives de planter du cacao. Ou le copra pour les gens des îles. Donc l'accès à l'emploi n'était pas une chose aussi évidente que ça. Quand on n'est pas formé, quand on n'a pas... voilà, donc le système... Donc je passe par là pour dire que tout ce qu'on a appelé dispositif de rééquilibrage, on a souhaité que... Enfin, on n'a pas souhaité seulement, donc c'est inscrit dans les accords de Matignon-Oudinot, qu'on puisse décentraliser déjà les institutions de la Nouvelle-Calédonie et donner la possibilité à des élus locaux, à part les élus communaux, qui n'ont pas de compétences, par exemple en matière économique en particulier, que la provincialisation, puisqu'on est passé de la régionalisation à la provincialisation, que cette provincialisation dotée de moyens permette à des élus locaux d'essayer d'adapter les choses aux conditions de la province. Et donc nous sommes une commune rurale ici, à Koné. Nous sommes dans une province en grande dominante rurale au départ. On a fait le chemin à Sandense, je ne sais pas on a discuté à un moment donné. On a dit le chemin d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie doit pouvoir intégrer les orientations de politique publique qu'on essaie d'interpréter aussi ce qu'attend la population des provinces et des communes. Donc, à l'intérieur d'une province, qu'est-ce que disent les communes, qu'est-ce qu'ils voient comme développement des activités sur leur secteur, du tissu économique, de tout ce qu'il faut faire par là, en termes d'aménagement qui aille avec les velléités de valoriser le potentiel sur le territoire communal, pareil au niveau provincial. Nous, on s'est noté dans le chemin, il y a les ETH, je parle de 20 ans, 20-30 ans, où on a essayé de dégager les dominantes à partir des communes, des réalités communales, des communes,
On a dégagé 4 zones ETH, hein, comment on dit ça, entités territoriales homogènes. C'est la terminologie qui a été utilisée par ceux qui nous ont aidés à dégager ce chemin d'aménagement et de développement. Donc on dit bien aménagement et développement parce que si on veut développer telle ou telle activité plus sur tel secteur, ben, il faut les choses qui vont avec en matière d'équipement, d'infrastructure, etc., et de services. Donc je suis passé par le un aspect un peu personnel au départ, mais c'était pour dire que si ces 20 ou 30 dernières années ont été endossées d'abord 20 ans, accord Matignon-Ondino, rééquilibrage et ensuite l'accord de Nouméa, on y reviendra, processus de décolonisation, mais on poursuit le rééquilibrage et on construit le vivre ensemble, un destin commun. Pour que tout ça ait un sens, il faut qu'on ait une vision commune de la réalité dans laquelle on travaille. Et on exerce nos activités, ou nous les institutionnels, politiques, à quel type de besoin on doit répondre envers la population de notre province ou du pays, mais à quel type de... Qu'est-ce qu'il faut qu'on accompagne, hein, comme besoin de la part des acteurs économiques et autres acteurs sociaux et économiques, parce que pour développer les choses en dehors du périmètre structuré de la ville, c'est ça le rééquilibrage. Le rééquilibrage, on a dit rééquilibrage, mais il n'y a pas eu d'équilibre avant. Mais c'est le terme, on va dire, pour parler politiquement correct, je ne sais pas, du rééquilibrage. Parce qu'il y a une déstructuration, etc., etc. Du système traditionnel précolonial, de beaucoup de choses pendant la période coloniale, et ensuite, on a convenu du terme. Mais donc, renvoyer les moyens pour développer toutes les choses, pour les conditions de vie comme les conditions de développement économique, ben c'est d'avoir quelque chose de volontariste. Donc il a fallu quand même ferrailler pour dire oui, tout ce qui a été fait, ben, finalement les résultats, par exemple, de l'économie sont concentrés sur la capitale. Et ce n'est pas étonnant après qu'on voit que les gens de l'intérieur et des îles viennent vers là où il y a un tissu économique, où on peut travailler et autres. Mais si on parle de rééquilibrage, il faut réorienter les choses, l'aménagement et le dispositif, les moyens de production et tout ça, pour qu'on offre la possibilité de créer des activités en dehors du Grand Nouméa et fixer les populations ou faire revenir les populations. Parce que les modèles... non, j'ai dit, je fais un peu des études en sciences économiques. Mais la plupart des modèles qui sortent dans les pays en développement ou qui étaient dits sous-développés autrefois, justement, il y a une mégalopole autour de la ville, et puis il n'y a plus rien ailleurs que les activités minières ou autres pour prélever les richesses, les amener transformer ailleurs, mais là, on développe la ville, et dans la ville, c'est surtout les activités de service. Mais les activités de service, on en a besoin. Mais on peut avoir des activités de transformation des potentiels de ressources naturelles dans le pays, ce qui permettrait de fixer les gens en dehors de la ville et structurer un tissu économique en dehors du pôle dit de développement structuré où se réalisent les marchandises et les produits, parce que c'est là où on vend. Mais il faut aussi qu'on puisse dispatcher pour fixer les populations et donner la possibilité à d'autres populations qui ne sont pas en ville, qu'on n'a pas continué à les... on avait schématisé ça à l'époque dans une étude qu'on a demandé à l'époque de la région Nord. Ça faisait, les flux économiques faisaient apparaître carrément un entonnoir. C'est-à-dire les choses qui viennent des produits de la pêche, de ceci, de cela, d'un peu partout sur le territoire. C'est sur Nouméa que ça se réalise. Ensuite, ça part, et ce qui vient de l'extérieur rentre par Nouméa. Ailleurs, il n'y avait pratiquement pas d'échange. Le poisson pêché à Belep, il va en direct à Nouméa, reconditionner et remonter toute partie pour commercialiser dans le Nord. Est-ce que ce schéma a perdu en grande partie encore? Mais on a essayé justement de faire autre chose,
d'essayer de pas s'appuyer sur un point, enfin, sur un bouton et ça va s'inverser. Non, il faut créer les conditions de. Donc quelque part ici, on s'est dit, on s'est pas dit, on a réfléchi quand même, on a fait des analyses. Ben, il faut quelque part un investissement dans certains niveaux, un seuil d'investissement à réaliser dans le Nord pour générer donc pour générer des activités induites ou à côté. Donc on a pensé naturellement au nickel. Donc d'où le projet de... C'est pas subitement là, mais ça fait partie de nos réflexions depuis un certain nombre d'années. Donc, par exemple, c'est une richesse du sous-sol, une richesse naturelle, mais qui est exploitée depuis, vous savez autant que moi, depuis des années et des années, sur la base industrielle depuis les années 50. Hein? Ben donc, je veux dire par là que l'extraction est un peu partout. Hein? Mais le produit va à Nouméa, de Niambo, et c'est autour de Niambo et du port de Nouméa, c'est toutes les études disent que la ville s'est construite. J'ai eu la chance il y a quelques jours, enfin quelques semaines, moi, un ami sur Bonimine, dont le papa était, avait, je ne sais pas comment on dit ça, il s'intéressait aux photos et tout ça là, depuis l'époque des Américains. Mais là, je dis, mais il faudrait qu'on valorise des choses-là que tu as récupérées de ce temps, dans ton père qui est décédé. Hein? La ville de Nouméa, hein, elle a été tracée par les Américains. Ben, moi, je vois ça sur les photos. La belle Citron, la belle Citron, la Lanzouada, c'est où il y avait la base logistique pour ceci, cela. Il y a même une chapelle qui n'existe plus au-dessus de l'hippodrome. Il y a l'église du Vieux au fond, il y a une autre église ici que les Américains qui n'est plus, là où il y a sur la butte là. Bon, on regarde ça, ben, c'est les installations de la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y avait pratiquement pas de... C'est eux qui ont défriché, qui ont fait pratiquement les choses. Et donc, je veux dire, c'est autour du port et de Niambo, enfin, de l'usine qui a suivi son évolution, que l'économie s'est structurée. Il y a le port, il y a les échanges. Donc ça explique en partie, sans doute, le système en entonnoir que j'ai dit qu'on a surpris quand on a regardé ça, c'est en termes de volume, quoi. Donc, quoi faire pour sortir de ce mécanisme? Ben, un investissement industriel d'un certain niveau, hein, qui puisse créer de l'activité autour de l'exploitation de la mine, la transformation locale, et générer donc des activités, je ne sais pas comment on dit, induites ou liées, ou on peut utiliser tous les mots, mais donc production, enfin, valorisation d'une ressource du sous-sol, transformer là et créer du boulot pour les gens en plus, et puis les activités de service indispensables à la maintenance et à tous les autres services du secteur tertiaire, comme on dit habituellement. Donc on a le primaire, et puis le secondaire et le tertiaire. Bon, je parle de ça, c'est le terme autrefois utilisé en économie. Et c'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. À côté de ça, comme j'ai commencé par là, la provincialisation a permis de fixer des élus locaux, de se faire élire localement, de travailler localement, d'être au contact de la population et justement repérer les autres catégories de besoins, hein, qu'il faut prendre en charge. Et si c'est en termes de création d'activités, ben, des outils et autres moyens qui permettent à ceux qui veulent se lancer dans l'économie, ben, à part d'accéder à l'emploi, ben, de créer des activités et éventuellement, vous êtes là pour le confirmer, et donc une fois qu'on aurait suffisamment avancé sur les conditions de développement d'autres activités et permettre à d'autres opérateurs
qui seraient déjà installés dans le Grand Nouméa, de venir dans le nord ou d'aller dans les îles, ce qui permettrait justement de redéployer le tissu économique. Donc, en gros, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, beaucoup d'entre vous, vous êtes sur le terrain. On a fait un code de développement. Hein, on s'est dit, il faut avoir des bases, je parle du passé, hein, donc un dispositif qui soit lisible, transparent pour tout le monde, et ceux qui veulent l'utiliser, ben, ils savent si je veux développer telle activité, voilà les conditions dans lesquelles la province peut accompagner, en termes de formation, de soulagement du plan de financement par des subventions qui ne sont qu'un relèvement pour soulager l'endettement de l'activité qui va se créer, toutes ces choses-là. On a même été jusqu'à créer le fonds de garantie prévu par l'accord de Nouméa, mais qui a chopé avec l'incompréhension pour les terres coutumières notamment. Mais nous, quand on a eu créé, le Sénat coutumier n'a pas compris tout de suite. Ils ont interprété ça comme un fonds comment on dit ça là? Un fonds de financement, enfin, je ne sais plus comment on dit ça, un fonds, hein, alors que c'était un fonds de garantie. Comme ça a chopé en 2002, moi je suis par ailleurs président de l'ICAP, et on est en relation avec l'ANDRAF, on devait travailler sur ce sujet. Comme ça a été recalé, ben, je me suis renseigné, ben, on peut créer un fonds de garantie en province nord, qui ne soit pas seulement pour les terres coutumières, mais qui intervient aussi ailleurs. Et ça a très bien marché. Ça a permis à certains acteurs économiques d'accéder à du financement bancaire. Et s'ils présentent des risques, comme c'est éventuellement le cas quand on est en dehors du périmètre structuré de l'économie, on n'est pas sûr que la chose tourne, dans un premier temps, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas te prêter parce que tu n'as pas d'assurance de remboursement en termes simples. Fonds de garantie, on est saisi le fonds et le banquier saisi par un opérateur saisit le fonds de garantie. Est-ce que vous suivez ou est-ce que vous ne suivez pas? Donc, en cas où l'intéressé ne peut pas faire face à son échéancier de remboursement de la dette, c'est le fonds qui le fait. Et ça a permis quoi? Dans un premier temps, où on intervenait surtout par subventionnement quand on décidait de le faire, quand on a eu créé le fonds de garantie, les projets qui sont adossés au fonds de garantie, il n'y avait plus de subventions. Parce que les acteurs économiques estimaient que c'était suffisant. Mais le fonds en question, c'est nous-mêmes aussi qui le finançons. Voilà. Donc, je veux dire, on a inventé donc le fonds de garantie sur terres coutumières vient d'être seulement, je ne sais pas, c'est cette année. Ouais. Mais il aurait dû être fait depuis 1999-2000. Hein. Mais on a été recalé. Nous, le nôtre de fonds, il fonctionne déjà depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On a même modifié le taux, comment on appelle ça là, coefficient là, le coefficient. Voilà. Donc, parce qu'il y a des élus locaux, on est au quotidien des gens, et c'était ça le but de la manœuvre, interpréter les besoins de développement, les besoins sociaux et je ne veux pas tout ce qu'il faut, qui relève de la responsabilité de l'accompagnement par la puissance publique. Nous, on l'a fait pour la partie économique en disant il faut un investissement lourd qui, une fois qu'il marche, convaincre les gens que oui, on peut aller dans le Nord, on pourra travailler parce qu'il y a des prestations de services qui se développent, il y a des potentiels qui apparaissent. Et on n'est pas resté seulement sur la partie nickel. Enfin, je reviendrai après s'il y a des questions. La diversification économique, c'est-à-dire aussi bien parce que le budget de la province, bien entendu, est alimenté par la fiscalité calédonienne. Donc, la fiscalité calédonienne, c'est bien entendu quand il y a des résultats bénéficiaires qu'on paye les impôts. Donc nous, c'est l'assiette de répartition. Sans quoi, si on n'avait pas eu ce financement, cette clé de répartition, on n'aurait pas pu avoir les financements de la collectivité qui lui permettent de faire des investissements et de faire fonctionner le système et volontairement de dégager une partie de ces ressources pour l'aide au développement, subventions et autres.
Et quand je suis passé à vite fait, on a créé des sociétés d'économie mixte, sur le principe que s'il faut développer, répondre aux attentes de la population pour développer des activités et qu'au départ, il n'y a pas d'initiative privée, l'économie mixte, c'est une invention française, l'économie mixte. On l'a utilisée pour dire on peut faire la chose, financer au démarrage avec des acteurs économiques locaux ou professionnels, et qu'une fois que ça marche, nous on se retire et puis l'activité continue. Donc on fait ça avec la fiscalité calédonienne. Jusqu'à preuve du contraire. Donc les choses de l'État, je passe, contrat de développement, contrat de plan et autres, c'est pour des investissements publics. C'est pour des investissements publics, quelquefois dédiés à l'économie, si c'est en termes d'aménagement. Mais ce n'est pas le plus gros de nos ressources. Le plus gros de nos ressources, c'est l'économie calédonienne. Donc le lien avec le nickel, c'est par exemple le fait qu'on a pu créer la STCPI, les sociétés d'économie mixte des 3 provinces, rentrer au capital de la SLN. Ça, c'est la négociation liée à l'accord de Bercy. L'accord de Bercy, c'est pour avoir l'accès à la mine pour faire un projet industriel qui est devenu KNS. On est rentré aussi dans la SCCPI et quand la SLN distribue des dividendes, on récupère pour 34% des dividendes puisque nous représentons 34% les 3 sociétés d'économie au capital de la SLN. Et donc ça nous a permis d'avoir des ressources financières qu'on a utilisées pour la diversification économique par la Sofinor et ensuite par Nord Avenir. Ici on est dans les locaux de Nord Avenir. Mais depuis 4-5 ans maintenant, il n'y a pas de dividendes. Donc on travaille avec ce qu'on a thésaurisé de la période dite, on va dire, exceptionnelle pour la fiscalité calédonienne. Dans l'année 2011, je crois, 9, 11, je ne sais plus, c'est dingue. Nous, on m'a dit que c'était gestion de père de famille, que je ne savais pas utiliser les sous. Mais on savait que l'économie était cyclique. Qu'à un moment donné, il y aurait plus de sous. On a placé un fonds de roulement et donc c'est ça encore qui permet à la province de tenir un certain nombre de... Voilà. Donc c'est les gestionnaires publics parce qu'ils sont de là, ils sont l'association, la perception du terrain. Mais donc c'est pour répondre aux besoins de la population et essayer de porter le rééquilibrage par la création d'activités. Donc voilà, je m'arrête par là. C'est juste pour dire que sur les 30 années de ce que j'ai commencé avec Matignon-Dino, avec l'accord de Nouméa, quelque part, ce qui existe, à part le centre du village de Koné, de Pointe-Bout, ou même de Wau, tout ce qui est là autour, c'est depuis. En termes d'infrastructure, les routes goudronnées, les choses, tout ça là, parce qu'il y a dû y avoir des négociations pour le FER et tout, etc. Donc moi je dis habituellement ces temps-ci, moi je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail de citer des chiffres, il faut juste regarder les choses qui sont là, c'est parce qu'on l'a voulu, on les a fait sur l'économie calédonienne, parce que c'est le résultat de l'économie calédonienne qu'il faut qu'il y ait la fiscalité, qu'on les a utilisées comme ça. On a été accompagné par l'État toutes les fois où il fallait le faire. Mais c'est nous qui décidons de comment on les utilise. Et on a pris des initiatives qui n'ont pas toujours été comprises. Le chemin 51-49, tout le monde disait que c'était un rêve utopique, je ne sais pas quoi. C'est là. Hein? On l'a fait par 3 fois, déjà. Voilà, donc on y reviendra s'il y a des questions. Et ça a généré ce que ça a généré. Hein. Voilà, donc merci d'avoir accepté de venir parce que c'est plus aussi pour que j'entende ce que vous avez comme question ou comme préoccupation. Mais d'après la sollicitation de Laurent, c'est ce qu'on a fait jusque-là. Maintenant, c'est quoi l'avenir? C'est quoi
Qu'est-ce qu'on va changer? Peut-être que vous avez des questions plus précises déjà. Moi, je suis en train de vous dire que ce qu'on a fait, c'est pour continuer. Ce n'est pas pour faire là et puis on tire un trait dessus et puis on rentre. Alors Xavier Benoît, Paul Néautine le disait dans son introduction, c'est vrai qu'en général en Nouvelle-Calédonie, à l'approche d'élections, on voit une économie qui se ralentit. On sait que deux facteurs sont très importants pour le développement économique, la confiance et la levée des incertitudes. Donc au-delà de ces effets conjoncturels, vous disiez, vous, dans votre propos liminaire, que vous aviez réfléchi à la fin, notamment sur le type de modèle de développement économique que vous envisagiez pour la Nouvelle-Calédonie. Quels sont finalement les ingrédients qui sont susceptibles d'être apportés par les pouvoirs publics pour créer cette confiance et lever ces incertitudes et donc favoriser le développement économique et la croissance? Et puis ensuite, peut-être, quel est votre regard finalement sur cette période de rééquilibrage en tant qu'acteur économique? Comment vous l'avez vécu en tant qu'acteur de terrain? Paul Néautine a essayé de me déstabiliser en nous parlant de fiscalité. Dans le contexte actuel, je ne vais pas reprendre et rebondir sur le sujet parce que la réforme fiscale en cours, elle n'est pas forcément favorable à l'industrie de transformation. Donc effectivement, c'est un signe d'inquiétude. Et je crois que c'est un signe d'inquiétude pour l'industrie de transformation qui est peut-être plus fort que les inquiétudes liées au rendez-vous institutionnel que l'on a aujourd'hui. Donc effectivement, dans les ingrédients, ou le premier ingrédient que je pourrais mettre dans les politiques publiques qu'on attend, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on accompagne un secteur et comment on soutient un secteur, mais j'y reviendrai plus tard, un secteur qui est important et qui répond, et c'est ce qu'on a toujours porté à la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, qui permet de porter une solution pour fixer des populations et de la valeur ajoutée sur des territoires. Donc aujourd'hui, on maintient, nous, à la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, que accompagner une industrie, et particulièrement une industrie de transformation, ça permet de fixer des populations et de fixer de la valeur ajoutée sur des terrains. Donc c'est une vraie politique territoriale. Et ça, c'est important. Et Paul Néautine le disait, c'est quelque chose de très positif qui a évolué sur les 30 dernières années, c'est qu'on a vu notamment des industries de transformation venir s'installer en dehors de Nouméa et du Grand Nouméa. Donc aujourd'hui, il faut qu'on continue à investir et à capitaliser sur cette industrie de transformation puisque c'est un véritable outil qui va permettre de tirer et d'accompagner le développement économique calédonien. Pour ça, au niveau des politiques publiques, alors on l'a un peu abordé déjà, mais c'est aujourd'hui un vrai questionnement que l'on a. On sait qu'il y a des politiques publiques qui vont relever du niveau provincial et des politiques publiques qui vont relever du niveau territorial. Il faut qu'on arrive à trouver la bonne coordination entre les deux. On peut prendre un exemple qui intéresse beaucoup les industriels, c'est la politique publique en matière de transport et de logistique. Qui n'a pas encore ce matin, en faisant le chemin de Nouméa à Koné, mesuré l'importance de la logistique et du transport. On l'a dit, le port international de la Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, il est basé à Nouméa. Et tant qu'on n'aura pas travaillé sur cette question, et c'est un des projets qui est intégré dans les états généraux de l'industrie, un hub logistique, le hub logistique, il devra trouver une solution de décentralisation dans le nord. Autrement, on aura toujours du mal à faire avancer le développement de nos activités industrielles dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, même nos matières premières, elles arrivent de l'extérieur du territoire, elles sont obligées de transiter par Nouméa. Et après, pour aller de Nouméa au nord, la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est la route. Et on sait que ce n'est pas efficace. Que ce n'est pas efficace au niveau de notre logistique, ce n'est pas efficace au niveau de nos coûts. Et donc, c'est un point important. Et la politique publique, elle doit s'articuler entre la province, les provinces et le territoire, justement pour répondre à ces attentes. Je ne peux pas ne pas parler dans les politiques publiques de la question de la politique publique à destination des industries de transformation et notamment avec les échéances qui nous attendent. Donc évidemment, vous allez voir, je vais faire le pont entre la réforme fiscale qu'on est en train d'avoir et la réforme des protections de marché qu'on attend pour le début, le mois de janvier 2019. Aujourd'hui, et c'est peut-être un point
sur lequel je veux montrer que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Paul Yaotine. Oui, les provinces ont la compétence en matière de développement économique, mais on a besoin du soutien des provinces et des élus des provinces quand il y a des choix qui sont faits au niveau du territoire. Et c'est important pour nous, industriels, de sentir qu'il y a une continuité entre la politique provinciale et la politique du territoire. Et effectivement, nous, industriels, aujourd'hui, on attend un soutien important des élus de la province Nord dans le cadre de la réforme des protections de marché et du vote de la loi de pays qui doit se faire normalement avec le calendrier que l'on connaît en janvier 2019. Et on attend en complément, parce que la protection de marché n'est pas la seule solution pour accompagner le développement des industries de transformation, un accompagnement aussi des élus de la province Nord et dans leur représentation au Congrès pour le vote. Alors, ça ne sera peut-être pas tout de suite un code de l'industrie, mais peut-être initialement une délibération cadre qui va accompagner avec d'autres outils le développement des industries. Mais ça, c'est quelque chose dont on a besoin. Et je me souviens, une ministre des Outre-mer, il y a quelques années, il y en avait un à qui on avait écrit, ça n'avait pas été très bien perçu, mais il y en a une à qui on avait parlé, et on avait dit, nous, industriels, de la part des élus, la chose principale dont on a besoin, c'est des preuves d'amour. Alors c'est plus facile à dire à une ministre des Outre-mer qu'à vous, mais on a besoin de preuves d'amour et de preuves d'amour fortes. Et les politiques publiques sont les preuves d'amour que l'on reçoit de la part des élus. Et effectivement, quand un secteur n'est pas accompagné, alors on voit qu'il y a des provinces qui votent des politiques agricoles provinciales, qui ont des politiques sur l'accompagnement de développement économique sur les terres coutumières, c'est bien. Mais l'industrie, de temps en temps, elle dit nous, on s'investit avec nos tripes, parce que l'essentiel des industries de transformation, ce sont des industries patrimoniales. Et donc, on a besoin effectivement de preuves d'amour. Et sur les politiques publiques, je crois que l'attente qu'on en a, c'est vraiment d'avoir des signes importants. Et on en attend deux dans les prochains mois. C'est un soutien sur la loi de pays sur les protections de marché, qui est une chance pour la Calédonie et pour l'industrie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dépoussiérer et réformer un dispositif dont on sait qu'il a été efficace sur les 30 dernières années. Il a réellement accompagné le développement d'industries de transformation. Et puis sur cette délibération cadre qui devrait permettre d'ouvrir d'autres leviers pour accompagner l'industrie de transformation, on en reparlera peut-être, mais notamment le levier dans le cadre de l'intégration économique régionale de la Nouvelle-Calédonie, nos capacités à exporter dans la région, c'est quelque chose qui est important. Sur les financements, on a parlé de fonds de garantie, de fonds d'investissement ou fonds de financement, etc. Aujourd'hui, c'est un vrai questionnement pour tout chef d'entreprise et pour tout industriel. On sait que le monde bancaire, pour des raisons objectives ou moins objectives, est moins présent pour accompagner le développement de nos activités. Et la Calédonie, aujourd'hui, c'est important qu'elle arrive à repenser ses modèles de financement pour le monde privé. Donc, vous avez développé effectivement cette solution qui est d'avoir des sociétés d'économie mixte qui interviennent initialement là où l'entrepreneuriat privé ne peut pas intervenir ou ne veut pas intervenir. Mais après, l'entreprise, elle a besoin d'accompagnement en financement tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, ce fonds d'investissement calédonien, alors si possible initialement un fonds d'investissement pour l'industrie de transformation, c'est quelque chose qui est important et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On devrait pouvoir le créer, qu'il soit territorial avec des niveaux de compétences provinciales. C'est un outil dont on a besoin. Et puis, il faut qu'on soit un peu plus innovant en matière de financement. Il n'y a pas de raison que la Nouvelle-Calédonie n'arrive pas à légiférer pour accompagner des nouveaux modes de financement, par exemple les financements participatifs. Et le financement participatif, c'est quelque chose qui répond quand même beaucoup au modèle sociétal calédonien, où on travaille beaucoup en communautaire. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas l'outil fiscal qui permettra de développer ce modèle de financement de nos activités économiques. Vous avez rappelé sur les 30 dernières années les choses qui ont positivement évolué, et puis par l'exemple plus personnel que vous avez pris, comment est-ce qu'on a accompagné notamment le monde kanak, ou comment le monde kanak a pris en charge une partie de son destin pour entrer dans le monde économique. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là, parce qu'il y a une condition qui est indispensable pour qu'une activité économique se développe, c'est l'entrepreneuriat.
Et l'entrepreneuriat, c'est des hommes, des femmes, des hommes qui s'investissent dans une activité économique et qui prennent des risques pour aller sur un modèle. Et le modèle de l'entreprise, on peut le regarder par le haut, par le bas, par la droite ou par la gauche, c'est un modèle qui doit gagner de l'argent. Et aujourd'hui, sur comment on a des femmes et des hommes du monde kanak qui s'investissent, qui prennent des risques sur l'entreprise pour développer des projets d'entrepreneuriat, on a encore un gros chemin à parcourir. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui notre panel d'industriels présents aujourd'hui. On est sous-représenté par rapport au modèle, à la population kanak. Et parce que je pense qu'on a des échanges à avoir, et j'aime beaucoup votre idée de dire dans la période actuelle, il faut qu'on ait des échanges et qu'on voit comment est-ce qu'on avance, mais on a des échanges à avoir pour savoir comment est-ce qu'on favorise, on accompagne l'entrepreneuriat kanak pour développer des entreprises qui sont destinées à gagner de l'argent. Et comment est-ce qu'on va gérer ces entreprises et comment on va gérer ce fait de gagner de l'argent. Parce qu'il faut qu'on admette que gagner de l'argent, ce n'est pas un gros mot, c'est le modèle qui permet de développer l'entrepreneuriat et de développer un territoire. Juste par rapport à tout ce qu'on dit, je souhaiterais effectivement qu'on puisse revenir sur l'aspect développement régional et l'accompagnement au développement régional, parce que là aussi, il faut qu'on arrête de se lobotomiser et de croire qu'on n'est pas capable de le faire, parce que finalement, sur les 5 dernières années, on a démontré qu'on avait une vraie capacité à intervenir économiquement au niveau régional. Dans les dossiers qu'il faut qu'on arrive à mettre sur la table dans le cadre de la construction du modèle économique et social de demain, et je tiens à vous réconforter, les industriels calédoniens, ils n'ont pas forcément peur de ce qui va se passer au niveau du 4 novembre ou s'il y avait d'autres référendums, sur d'autres référendums, parce qu'on sait que de toute façon l'activité économique, elle continuera. Donc il faudra qu'elle continue. Donc on n'a pas de peur là-dessus. Par contre, il faut qu'on arrive à mettre sur la table les questions liées à l'organisation administrative et au pilotage des politiques publiques en Nouvelle-Calédonie. On sait que la provincialisation, c'est quelque chose qui a été essentiel, comme vous l'avez démontré, sur les 30 dernières années. On sait aujourd'hui aussi que la répartition des compétences entre provinces et territoires, c'est parfois un frein au développement de nos activités. Et donc, ce qu'on attend, nous, industriels, de la politique publique, c'est aussi cette capacité à remettre sur la table des dossiers comme la professionnalisation pour qu'on puisse faire évoluer les compétences et qu'on s'assure que les compétences soient au bon niveau. Je peux le prendre sous un côté négatif. Aujourd'hui, on a un millefeuille administratif en Calédonie, d'abord qui coûte de l'argent et qui n'est pas toujours très efficace. Par contre, vous avez fait la démonstration que ce modèle administratif calédonien, il avait aussi permis de faire monter en compétences et de donner des responsabilités à une partie de la population. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie parce que c'est un élément essentiel. C'est avec des femmes et des hommes qu'on arrivera à construire les industries de demain si on a la politique publique qui accompagne notre secteur. Merci Xavier. Monsieur Néotine, une première réaction sur ces éléments, notamment, Xavier a parlé de la nécessité de revoir la politique de protection des marchés, notamment dans le cadre de la réforme fiscale qui concerne donc la TGC. L'intégration économique régionale, donc comme potentiel aussi pour le tissu industriel calédonien, peut-être à mettre en rapport aussi avec les différentes relations politiques qu'on a dans le cadre des pays du fer de lance et d'autres sujets sur lesquels on reviendra, mais peut-être commencer par ça si vous le souhaitez. Oui, donc enfin, moi, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de la clé de répartition est endossée aux revenus fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, donc ce n'est pas un secret. Et beaucoup moins par rapport au transfert public de la France, qui sont simplement liés à l'exercice des compétences qui sont restées régaliennes. Donc ça, c'est la réalité des chiffres. Hein. Et donc, l'idée de moderniser
dispositif fiscal de la Nouvelle-Calédonie, c'est depuis les accords de Matignon-Dino. Moi, j'ai présidé la commission spéciale fiscalité entre 1995 et 1997. On a fait venir le mec de Bercy, un peu des experts et tout. Donc on a parlé de la TVA, de tout un ensemble de réformes. Et donc, ça vient d'être dit, bon, peut-être qu'il faut revoir la répartition des compétences. Là, c'est un souhait que vous émettez, j'y reviendrai peut-être par la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la Nouvelle-Calédonie qui vote la fiscalité. Et moi, je suis élu provincial, mais mon obédience politique, ce n'est pas nous qui sommes majoritaires. Hein? Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ni au gouvernement. Donc toutes les voies de réforme, de modernisation de la fiscalité qui étaient dégagées par ma commission spéciale de l'époque, je n'ai pas vu grand-chose se traduire. L'argument, c'était, on trouve d'abord la sortie de l'accord de Matignon-Dino et on met en œuvre. Je suis revenu en 2000 pour dire, est-ce qu'on peut prendre le dossier? On va attendre. Donc, est-ce que la TGC, pour ne pas en parler, c'est l'appellation locale pour la TVA, ou je ne sais pas ce qu'en disent les uns, parce que mes interlocuteurs, un coup ils sont pour, un coup ils sont contre, les taux réduits, les ceci. Et il faut qu'on arrive dans la dernière année fatidique pour que le sujet, qu'on sait très bien qu'il est sensible, sorte. Moi, c'est par faute d'avoir relancé en 2000, parce que j'ai présidé la commission d'avant, pendant 3 ans. Beaucoup d'acteurs économiques sont venus dans ma commission. Donc du coup, je suis sorti de cette discussion-là, je me suis consacré en étant devenu président de la province. Et donc, est-ce qu'il faut, enfin, je veux dire, sous la forme de marché, là, c'est la protection de la production locale, c'est ça? C'était déjà dans les discussions à l'époque. Donc, sur le principe, bien entendu, que si on veut que la production locale se développe par rapport à tout ce qui est importé, il faut quelque part convenir de dispositifs de dosage de ce qu'on appelle la protection, pour éviter ce qui était déjà décrit à mon époque, que certaines productions locales émergentes, on met un dispositif de protection, et ensuite on oublie de lever le dispositif et ça devient des monopoles. Donc c'était déjà décrit par les experts que j'ai fait venir dans ma commission. Donc c'est un peu tout ça. Je veux dire, mais c'est une discussion avec les professionnels, donc c'est bien entendu. Donc est-ce que le dispositif qui est envisagé là, donc vous m'avez alerté là, donc c'est mes collègues qui sont plus présents au Congrès de la Nouvelle. Alors, je m'excuse, mais évidemment, il y a une répartition des compétences et moi, je me suis concentré sur la province ces derniers temps et moins sur ces dossiers-là parce que j'ai été porteur de ces dossiers après avoir laissé ma casquette de président du FLLKS. Je me suis consacré à ça à l'époque parce qu'on trouvait important de travailler là-dessus. Ne serait-ce parce qu'on sait que le financement des collectivités publiques et de certains organismes publics sont endossés au résultat de l'économie quand on paye les impôts et les taxes. Maintenant, il faut moderniser, éviter de cumuler entre... mais je sais que j'ai regardé les choses là, donc je veux dire les taxes à l'importation, plus ceci, plus cela, mais il faut discuter avec les acteurs. Donc vous avez formulé, si j'ai bien compris, des propositions. Donc je ne suis pas au courant dans le détail du calendrier. On dit que ce sera en 2019, c'est ça? En fait, le vote au Congrès devrait avoir lieu début 2019, première quinzaine de janvier. Mais les décisions et les avis sont rendus dès la semaine prochaine. Le comité du commerce extérieur va se positionner la semaine prochaine sur le projet de texte qui a été remis par le gouvernement à ce jour. Bon, d'accord. Je prendrai connaissance des choses. Je suppose que le CESE a donné un avis là-dessus, non? Pas encore. Il a été saisi cette semaine, en fait. Donc, oui, parce que c'est la tuyauterie, c'est... Voilà.
Donc, je veux dire, bien entendu qu'on va, on va regarder ça, évidemment, avec les autres sujets liés à la mise en place de la TGC. Donc, bien entendu que ce sont des sujets qu'on va rentrer, enfin, qu'on va essayer de traiter. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que, bien entendu, qu'il faut ajuster le dispositif pour permettre à la production calédonienne de ne pas souffrir des importations dans les mêmes secteurs qu'on essaie de développer ici. Ben, si on veut faire de l'activité ici, il faut bien raisonner comme ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que moi ce que j'ai relevé, moi, parce que vous savez que la province Nord a fait mobiliser un groupe d'universitaires hein, pour ce qu'on a appelé, c'est quoi le titre du bouquin là la Nouvelle-Calédonie face à son destin ou quelque chose comme ça. Bon, moi j'essaie de commander une approche pour qu'en termes macroéconomiques, on ait un avis extérieur par les chercheurs et autres sur l'évolution de l'économie calédonienne entre l'économie assistée à la sortie, au moment de la mise en place de l'accord Matignon-Oudinot, c'est les transferts publics et autres qui faisaient tourner l'économie calédonienne, et même la SLN était encore majoritairement détenue par l'État français. On a mis un certain nombre, je parlais de la STCBI, un certain nombre de choses. On a fait des investissements dans le Nord, il y a des investissements à Valais. On voulait savoir quel est l'impact en termes macroéconomiques sur les tableaux de l'économie calédonienne. Comment ça marche? Les résultats des travaux, c'est que ceux qui ont été restitués, là, le niveau qui a été atteint, dit bien entendu qu'il y a eu une évolution. Les investissements qui ont eu lieu lourds, les investissements étrangers ont pris le relais des transferts publics de l'État. Par contre, maintenant que ces gros investissements sont terminés, il va falloir qu'on trouve ici les ressorts qui permettent de poursuivre ce développement plutôt dans le bon sens. Donc voilà, c'est pour dire que on essaie quand même d'avoir une vision prospective à partir de l'évolution de l'économie sur les 30 années passées. Bon, ce qui manque, le travail n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas de séries statistiques ou de données statistiques objectives sur la détermination des marges. C'est que même l'ISEE, on dit quoi maintenant? l'ISEE. Ouais. Depuis son transfert, n'a pas construit de séries statistiques. Donc les gens qu'on a mobilisés, qui sont des experts, ils ont été très étonnés. Donc moi j'ai écrit des lettres, j'ai écrit 3 lettres au gouvernement. On m'a dit qu'il n'y avait pas eu de moyens. On n'a pas mis de moyens. On n'a écrit que 2, nous. Et donc dans la sortie de la mobilisation sur la vie chère, c'était prévu que la DAE allait mettre en œuvre un observatoire, mais cet observatoire n'a pas été créé. Mais depuis 1999, les chercheurs, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui me le rapportent. On ne trouve pas de séries statistiques. Et donc d'où sortent les chiffres? C'est chacun qui se les construit dans sa direction. Ou un prestataire mobilisé par la Nouvelle-Calédonie a construit un modèle. De la même façon que les gens, que la province Nord, ils sont une quinzaine d'universitaires pluridisciplinaires. On construit un modèle pour essayer, à partir des éléments qu'ils ont, d'essayer d'avoir une lisibilité. Mais c'est pas... Voilà, je dis, pourquoi donc l'opérateur public, on ne lui a pas donné les moyens de faire ça, de faire ce boulot? Je ne parle pas des marges, je parle de toutes les séries statistiques. Et donc, moi j'ai interpellé qui de droit, y compris le prestataire qui a produit les bilans. Est-ce que vous reconnaissez? Oui. C'est lui-même qui a construit ces éléments. Mais quand je mobilise en tant que collectivité publique des universitaires qui par principe sont des chercheurs, ils ne peuvent pas accéder à un modèle privé, hein, par définition. Donc moi ça m'interroge. Parce que toutes ces choses-là, y compris dans la protection du marché local, enfin je veux dire des produits calédoniens,
Donc, on ne peut pas s'en assurer si on ne sait pas comment que les importateurs fixent leurs marges. Parce que vous pouvez faire des efforts, hein? Donc, faire des efforts, mais lui, il peut acheter ses produits là où c'est le moins cher, et puis fixer son prix en dessous de votre. Donc, comment on fait ça? Il faut des outils, moi je ne suis pas un spécialiste, hein? Je ne fais que les analyses économiques, donc j'essaie de comprendre comment fonctionnent les choses. Donc, bien entendu qu'il faudra y arriver, mais il faudra cibler le bon niveau enfin, comment on dit ça? Enfin, je ne suis pas très compétent là-dessus, mais je veux dire, il faut qu'on s'assure que toutes les données qui permettent de rationaliser et de donner un sens au système de protection, parce qu'on ne peut pas faire la protection pour la protection. Il faut aussi qu'on soit compétitif. Donc le sujet qui suit évidemment la région, hein, de pouvoir exporter nos produits calédoniens vers les pays avec qui on est dans le système, comment on dit ça, avec la région, là, au niveau économique. Ça c'est la partie organisation politique. Voilà, ça c'est les organisations, mais le truc commercial, là, bon, voilà, de forum, là. Hein? Je sais plus, il y a un terme, voilà. Bon, on va faire des fois des pertes de choses, là. Donc, je veux dire, pour pouvoir exporter dans la région et être en compétition avec les produits australiens et autres qui visent les mêmes marchés, il faut qu'on soit compétitif. Donc, pour qu'on soit compétitif, c'est donc au départ donc la détermination du prix, parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent quand même pour faire les choses. Donc, les choses se lient. Alors, donc, est-ce que c'est... Moi, je suis à ma place ici. Bien entendu que vous avez remis en cause la répartition des compétences, mais dans le dispositif actuel, la fiscalité est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, et donc c'est les majorités là-haut qui votent les choses. Et les relations dans la région, c'est pas directement nous aussi. Donc, je veux dire, la Nouvelle-Calédonie est compétente au niveau régional, mais c'est encore endossé aux relations extérieures, donc au Quai d'Orsay, etc., etc. Ça ne nous interdit pas, comme je l'ai dit en amont, que justement, si on est interpellé du terrain par rapport aux besoins des acteurs économiques, évidemment qu'on est aussi élu du Congrès et donc on peut relayer. Mais donc ce que je peux proposer, moi, c'est qu'évidemment que nous, on travaille avec mon équipe, les propositions que vous avez formulées, on va rechercher les éléments qui viendront de la réflexion du CESE, et des autres conseils, des autres avis qui auraient été donnés, pour essayer de jouer notre rôle. Hein. S'il doit y avoir une redistribution des compétences, pourquoi pas? Moi, pour le moment, je défends que la provincialisation a permis de faire tout ce qui existe. Hein. Donc, s'il n'y avait pas eu cette répartition des compétences, on n'aurait pas pu le faire. Voilà. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est supposé être collégial. Il n'y a pas eu de collégialité dans la première mandature. On a commencé dans la deuxième, et à partir de la troisième, on a trituré le système. C'est-à-dire que même si les élus là sont élus par le Congrès, c'est des listes représentées par les groupes au Congrès, ils sont supposés qu'au niveau du gouvernement, ils travaillent en collégialité, et les prises de position politiques, c'est au Congrès en tant que délibérant. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. Donc, un certain nombre de choses qui sont sorties ces derniers temps. Moi, en tant que président de la province, j'ai été consulté à le moment où ça a marché, parce que ça va vous impliquer, un certain nombre de choses de ces derniers temps, vu la pression contextuelle, moi je les découvre après coup. Donc, il y a un contexte, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur du 4, ça joue dans la compétition entre représentants des formations politiques, parce que les membres du gouvernement représentent les groupes politiques, les mêmes groupes politiques que nous sommes impliqués dans la compétition
Enfin, pas la compétition, mais les postures. Bon. Mais malgré tout, la plupart des choses ont été soumises à la collégialité. Mais ce que je veux dire par là, c'est en amont. Ouais, parce qu'il y a eu une période où, avant qu'un dossier soit mis en action, ben, on consultait quand même. Ben, dans le nez dans le guidon, c'est compliqué. Ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas revenir à un fonctionnement plus serein. Enfin, on espère tous. Et donc, est-ce que le fait qu'on a des politiques publiques provinciales sur certains sujets qui seraient différents d'autres provinces? Ben, le sujet, il est un peu par là aussi. C'est que normalement, le développement économique est du ressort provincial. Mais il y a des membres du gouvernement tels qu'ils parlent, ils s'expriment, ils s'occupent aussi de... C'est comme pour l'environnement, c'est comme pour un tas de choses. Est-ce que ce modèle d'organisation institutionnelle, il faut qu'il perdure? Pas forcément, mais il faut déjà aussi peut-être que le dispositif qui va avec le fait que, malgré une répartition de compétences opérationnelles aux provinces, il y a quand même les dispositifs dits de mise en cohérence au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ça soit aussi présent à la chose. À supposer que la Nouvelle-Calédonie prenne une initiative par rapport au marché extérieur, là, comme on dit ça. Est-ce que vous avez le terme que vous avez utilisé? Oui, de pouvoir exporter dans la région. Ben, parce qu'il y a une compétence de coopération partagée avec le Quai pour le commerce extérieur. Ben, ça serait bien qu'on ait été, en tant que province, consulté. Je viens de vous le dire, là, vous m'avez donné un agenda. Moi, je n'ai pas été consulté. Hein, l'agence pour l'énergie et machin, truc là. C'est à Paris qu'on m'a dit que le gouvernement a commandé une étude. Il se trouve que je connais la personne qui pilotait l'instance à niveau de Paris qui m'a informé. Bon, je sais que c'est en discussion politique ces temps-ci par les choses dans la presse. L'agence pour la société qui va fabriquer l'énergie à partir de gaz. Là. Moi, je n'ai pas été consulté au départ, mais ça va entraîner la fermeture de Népouille, par exemple. Donc, quand les gens de Népouille sont venus voir, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, c'est-à-dire le dispositif étant ce qu'il est, ça n'interdisait pas qu'on puisse se concerter. On l'a eu fait dans certains domaines, de façon volontariste. Pour le code de l'environnement, on a essayé de rapprocher un maximum. Voilà. Donc je veux dire, merci d'avoir pointé ces sujets-là. On est là pour ça, justement, pour échanger. Donc on le fait aujourd'hui, on peut le faire demain. Mais il y a quelque chose qui arrive sur le bureau du Congrès. Et donc, vous sollicitez les élus provinciaux, ben, normalement, et certains élus provinciaux sont élus du Congrès. Mais quelque part, il y a une majorité aussi au Congrès. Et donc, mais ça n'empêche pas, pour bien des choses, nos avis sont pris en compte quand on peut être présent. Donc, simplement, dans la protection du marché local, ben, il faut rentrer dans les mécanismes que vous préconisez et voir ceux qui sont fléchés là. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et puis pour le commerce extérieur, ben c'est pareil, quoi. Il faut développer la production locale par rapport à nos besoins ici, mais il faut pouvoir aussi les orienter sur la région si on est compétitif par rapport aux autres. Donc, ce qui passe par, évidemment, les dispositifs dans chaque pays par rapport aux produits d'importation. Pareil que pour nous, eux aussi, ils doivent avoir les mêmes choses. Donc ça suppose de la discussion et de la négociation. Alors on a abordé des sujets plutôt macroéconomiques jusqu'à présent. Donc Jacques Benex, si on revient un petit peu plus, vous qui êtes un acteur du terrain en province Nord, sur des sujets plus micro, si je puis dire,
En fonction de votre expérience en province Nord, votre expérience opérationnelle, quels sont finalement les secteurs qui peuvent présenter un potentiel de développement pour le monde de l'entreprise? Et Xavier Benoît a parlé tout à l'heure d'une plateforme logistique. C'est vrai que c'est un projet qui est en discussion depuis très longtemps et qui effectivement serait susceptible de faciliter en fait l'exercice du commerce en province Nord. Vous, quelle est votre vision finalement des différents secteurs qui pourraient être porteurs et qui pourraient faire l'objet d'accompagnement de la part des politiques publiques? Bien, moi, je suis plutôt dans le secteur du bâtiment, du VRD et de la construction. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, parce qu'après il y a la partie agroalimentaire, mais je suis mal placé pour en parler. Dans le bâtiment, aujourd'hui, c'est vrai qu'à partir de 2006-2008, quand il y a eu l'usine de KNS qui s'est installée, il y a eu une flambée de la construction, des travaux routiers. Ça a très bien marché pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces se sont installés. Par contre, aujourd'hui, le problème, c'est que, comme disait Xavier, on n'a pas de souci sur le référendum du 4 novembre, parce que, à la limite, on est là pour avancer, on verra après les problèmes, mais pour l'instant, on avance sur l'économie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque de la commande publique. Tout à l'heure, vous parliez de la commande publique territoriale, enfin gouvernement et province, mais il ne faut pas oublier la commande publique des communes. Les communes sont très importantes aussi. C'est elles aussi qui font développer les développements de lotissement ou de commercial ou zones artisanales pour essayer de maintenir les emplois et qu'on puisse avoir les jeunes qui puissent être formés. Et dans les développements des industries, on a la formation, c'est les jeunes, quand on les prend, ils sortent de l'école, souvent ils n'ont pas forcément de formation. Et ces jeunes, on les prend, on les met derrière des machines et on les forme petit à petit. Aujourd'hui, vous avez un ouvrier qui va être derrière une machine, qui va arriver en tant qu'ouvrier de car et qui, 5, 6, 7, 8, 10 ans après, s'il a de l'ambition, s'il a envie de bosser, il peut finir chef de car ou responsable de production. Mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin, de ce ralentissement qu'on a sur l'économie dans le bâtiment et dans la partie VRD ou terrassement, ben, c'est plutôt le manque de projets privés et de projets publics. Après, c'est vrai que derrière, les communes, ils sont pour beaucoup aussi, la province, sur des chantiers qui ne sont pas... Il n'y a pas de projet. Et aujourd'hui, on est dans l'attente et le problème, c'est que ni les bureaux d'études, ni les architectes n'ont pas de projet à l'étude. Donc ça veut dire que le jour où ils commenceront à avoir quelques projets, le temps qu'ils mettent les projets en route, que les terrassements se fassent, que les constructions se fassent, toute la chaîne je dirais alimentaire, mais toute la chaîne du bâtiment, ben, ça va être très très long à redémarrer. Alors Paul Léontine, c'est vrai que c'est un sujet qui avait été déjà évoqué il y a quelques années sur le potentiel de mutualisation des moyens communaux et peut-être aussi sur la réalisation de travaux. Est-ce que du côté des politiques publiques, il y a des réflexions dans ce domaine? Ben, déjà, oui. Vous savez que la province Nord, les deux autres provinces n'ont pas pris cette initiative. Nous, on a un dispositif dit de partenariat province-commune. Depuis que je suis président de la province, on se voit au moins 2 fois par an et donc on discute des différents partenariats possibles dans les domaines de compétences respectives, parce que les compétences ne sont pas les mêmes. Et donc, évidemment que si la province a le financement public de la collectivité étant au creux de la vague, si on peut dire ça comme ça, les interventions, enfin je veux dire la commande publique provinciale est donc au ralenti, parce qu'on a mis en place un PPI, un PPF, on a été le premier à le faire, comme les demandes d'orientation budgétaire, en partage ça avec les communes. Et donc on a moins de moyens, donc on a moins de compétences. C'est-à-dire qu'on a, malgré le fameux fonds de roulement, on a dû rembourser toutes les choses, et j'y reviendrai. Et donc la commande publique des communes dans le domaine qui a été évoqué comme dans d'autres domaines, ben, les investissements communaux sont endossés au partenariat avec la province. C'est-à-dire qu'elles négocient leur propre financement. Et même quand c'est sur contrat de développement avec l'État qui finance un peu en partie ou le FIP équipement,
elle demande et sollicite la province pour la part d'autofinancement communal. Donc on le fait aussi. Donc si on a moins de moyens, eux, ils sont obligés de tergiverser aussi. Je suis maire pareil, hein. Donc je sais bien de quoi je parle. Donc il faudrait enfin, si la province mais il y a quand même des investissements communaux. Et là, par contre, c'est pas par contre en même temps, les difficultés des communes, c'est évidemment qu'ils sont des petits budgets, hein, c'est endossé à la taille de la population. Enfin, il y a les critères du FIP, là, enfin du FIP. L'autre frein, c'est que nous sommes des petites collectivités et la tendance, comme chez les opérateurs privés, hein, c'est de chacun s'équiper. Donc il y avait en termes de, je ne sais pas comment on dit ça, logistique là. Il y a eu la piste qui a été ouverte à un moment donné. Donc plutôt que de chacun s'acheter son rouleau, son bulle, puis qui va pomper sur par la dette et tout, etc., etc. Alors que ces outils-là ne vont être utilisés que quelques heures, quelques mois dans l'année, pourquoi pas avoir une prestation, quelque chose qui serait mis en place, où on peut simplement louer les engins, le bulle, le ceci, le cela, comme les acteurs de l'économie agricole et autres peuvent faire aussi. Chacun avoir son moissonneuse, batteuse, machin truc. Mais ce n'est pas tellement une tendance, hein, de mettre en commun. Parce que ça suppose qu'il y ait une bonne gestion de la chose, et que quand on en a besoin, on puisse avoir l'outil. Parce que si cyclone il arrive, qu'il faut des bulles, des choses pour dégager les routes, le problème c'est que ça impacte plusieurs communes à la fin. Donc il faut doser la chose. Mais ça suppose donc de la gestion, mais du professionnalisme aussi. Hein. Et donc si je dis ça, c'est parce que beaucoup de communes ne sont pas en mesure de passer des commandes publiques parce qu'elles ont elles-mêmes leur propre, je dis pour la construction et autres. Alors, en termes de terrassement, bien entendu, il y a eu les efforts qu'on a faits pour accompagner les acteurs locaux pour les terrassements sur l'usine. Hein. Bon, donc on a négocié ce qu'on a appelé le plan comment on dit ça, démobilisation, pour essayer d'accompagner certaines, parce que ça a été dit tout à l'heure, le manque d'entreprises Kanak, dans ce qui a été dit. Évidemment, donc, on en a aidé quelques-unes autour de la construction. Et ensuite, quand c'est fini la construction, il faut qu'ils puissent aller dans le privé. Et il y a eu un accompagnement mis en place par la province pour les aider à répondre aux appels d'offres et tout, etc. Donc, comme elles venaient de se créer et qu'elles étaient protégées par le fait de la SAS, je ne sais plus comment ce qu'on a appelé là, qui mettait ensemble les offres des petites entreprises par rapport à KNS, et puis ensuite se distribuer entre elles les parts de marché. Après, ils deviennent tous des concurrents, une fois qu'ils sont démobilisés. Et donc, ce n'était pas aussi évident que ça. On a essayé de les accompagner, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont venus aux formations non plus, hein, pour qu'ils apprennent à répondre au marché, aux appels d'offres sur les communes, etc. etc. Après, s'ils font du bâtiment, c'est vous qui produisez les matériaux et autres, mais c'est cette chaîne-là, mais ce sont donc les contraintes du terrain, bien entendu. Parce que pour qu'il y ait des entreprises Kanak, il faudrait qu'ils aient de quoi créer des entreprises au départ, et qu'ils soient formés. Mais on a saisi l'opportunité de la création de terrassement sur Aoudo, par exemple, dans ce domaine-là. Et puis en même temps, toutes les opérations pour les logements et autres, mais tout cela est au ralenti, bien entendu. Bien entendu. Voilà, donc je sais que c'est une difficulté, donc on peut s'interroger de savoir est-ce qu'il y a des plateformes logistiques ou autres, que ce soit pour les matériels, les engins et autres, plutôt que chacun s'achète le sien, comme ça peut l'être aussi pour le transport, comme ça a été dit, le transport des marchandises ou des produits, hein, dans un sens ou dans l'autre.
ça suppose donc comment on dit ça, un certain professionnalisme. Moi, je veux dire simplement que la province est prête à écouter les projets et autres et à essayer de voir comment on peut ajuster un accompagnement. Parce qu'évidemment, si chacun doit se débrouiller pour son transport et ceci, cela, mais on voit bien qu'à un moment donné, je crois, dans le cadre du schéma NC, c'est tout ce qu'on a fait rentrer dans le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, qu'on puisse faire remonter les choses. Bon, on a fait ce qu'on a pu, mais ça reste un chantier. Mais donc, ces problématiques-là sont bien évidemment des problématiques à prendre en considération. Et ensuite, est-ce qu'on trouve la meilleure réponse? Parce qu'on peut être aussi en concurrence entre acteurs économiques. Alors je sais que Jacques voulait rajouter quelque chose, ensuite Xavier, et ensuite je me retournerai vers la salle pour voir s'il y a des commentaires ou des questions. Donc Jacques? Oui, vous avez parlé, vous étiez des petites collectivités. Nous, de l'industrie, on a des petites industries. Et aujourd'hui, il devient urgent de donner un avis favorable aux protections de marché parce que 92% des produits fabriqués ne sont pas protégés. Avec la nouvelle fiscalité, ces produits-là ne seront plus produits en Calédonie. Donc il devient urgent de travailler sur cette protection de marché, sur cette loi de protection de marché. Pourquoi? Parce que ces usines vont fermer petit à petit. Aujourd'hui, si la loi ne sort pas en mois de janvier, dans les 6 mois, vous allez avoir une grosse partie des entreprises qui vont fermer. Donc il faut vous intéresser, il faut vous regardiez cette loi de près rapidement, parce que ça va se discuter dans le mois qui va suivre. Alors moi, j'ai donné l'agenda. Hein. Je veux dire, il y a le congrès est neutralisé pour le moment. Hein. Donc ça sera après le 4. Et comme je l'ai dit, après le 4, les choses sont en place. Hein. Donc si ce texte arrive au congrès, bien entendu qu'il sera débattu. Moi, j'ai juste proposé tout à l'heure qu'on puisse accéder à ces propositions que vous avez faites pour savoir est-ce que c'est pris en compte dans le dispositif et avoir éventuellement ce que disent les gens qui donnent un conseil, un avis là. J'ai déjà dit tout à l'heure je dis qu'a priori, nous, on est pour les choses. Si vous dites que c'est 80% des produits, moi, pas déformation, mais moi, quand on me dit un pourcentage, j'ai besoin de savoir de quoi, par rapport à quoi. Donc moi, je me méfie des chiffres, parce qu'on peut dire des pourcentages, même des résultats électoraux avant qu'on vote. C'est des sondages et autres. Moi, quand je ne sais pas de quoi on parle, je préfère regarder le document pour savoir qu'on a comparé quoi à quoi. Mais donc, si c'est 80%, c'est gravissime. Mais donc, il faut qu'on sache si le dispositif prévu aurait repris vos... Parce qu'il y a d'autres qui ont dû donner des pistes aussi, non? D'autres organisations. Et donc, bon, nous, il faut qu'on regarde un peu, parce qu'il y a des lobbies aussi. Nous aussi, on a des amis. Xavier, donc un commentaire? Non, juste, je veux dire que par rapport aux quels sont les secteurs d'activité qui sont porteurs, notamment en province Nord, dans la salle, on a des représentants de secteurs très différents, du numérique, de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Évidemment, Jacques a parlé pour la partie BTP qui est présente, mais effectivement, on a des secteurs qui sont présents, dans lesquels on a des créations d'entreprises actuellement qui se font encore dans le Nord, et je pense qu'ils ont sûrement côté micro par rapport à leurs attentes pour pouvoir développer leurs activités, des questionnements ou des attentes. Donc, ils pourront nous éclairer sur ce sujet aussi. Donc je vais me retourner vers la salle. Je vais vous demander par contre de passer le micro, parce que là, du coup, il faut vous servir du micro. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? On va laisser démarrer. Madame Marlier, vous parlez plus fort. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est la SCA Kundi. Donc, je vais vous parler de l'agroalimentaire. Donc, je vais lire un petit peu mes petites notes. Hein. Donc, la Nouvelle-Calédonie couvre actuellement ses besoins que de 15% de fruits et légumes. Et par contre, il n'y a pas de transformation locale. Pas du tout. Donc, le monde agricole peut répondre
à ce secteur, enfin, à une usine, à une industrie agroalimentaire. Mais il faut une stratégie, donc il faut une coordination, une volonté politique. Enfin, il faut qu'il y ait les acteurs, les industries. C'est comme pour l'export. On a besoin d'être accompagné. Il faut que pour les marchés avec la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, il faut qu'on soit accompagné par les industriels, les chambres consulaires, les décideurs politiques et la société civile. Donc, en ce moment, nous aussi, avec la TGC, pourtant il y a 9 produits, je vais dire, fruits et légumes qui sont pas sous la TGC. Mais ce qu'il y a, c'est que depuis que la TGC est sortie, on ne vend plus. Les commerces font de la pénurie dans les étals, parce qu'ils nous disent qu'ils sont en train de faire leurs inventaires pour la TGC, alors que ces produits ne sont pas sous la TGC, donc on ne vend plus rien. Donc on est obligé de débaucher. Les gens se retrouvent sans travail. Donc je pense qu'il faudra peut-être diversifier. Donc c'est pour ça que je disais l'agroalimentaire. Donc il ne faudra pas seulement envoyer nos produits sur le sud, qui partent par des camions, qui reviennent dans le nord. Donc la transformation de la 5e gamme qu'il faudrait mettre en place, essayer d'exporter, parce que là, ils veulent qu'on baisse les prix. Ils ont déjà voté la baisse des prix pour lisser le prix, pour que les consommateurs achètent des produits de bonne qualité à bas prix. Mais on est obligé, quand on a une exploitation, enfin des chefs d'entreprise, baisser les prix, mais il faut qu'on puisse baisser, il faut qu'on vende en quantité, il faut qu'on ait des contrats, il faut des conventions, il faut qu'on signe pour qu'on puisse investir, pour qu'on puisse embaucher. Là, dernièrement, ils nous ont tout arrêté dans les pesticides, ils nous ont mis sous la norme européenne pour travailler. Donc, on a mis tout le monde au chômage, parce que qui dit baisser les prix, on ne peut pas mettre, on peut pas mettre des charges salariales. C'est que le prix ne pourra pas baisser. Donc il faut quand même on a besoin d'être entendu, quoi. Le secteur agricole a besoin d'être entendu. Il y a des jeunes qui sortent du lycée agricole, ça va être des futurs chefs d'entreprise, d'exploitation, parce que la moyenne d'âge maintenant c'est 65 ans. Si on veut le demain de mettre les jeunes à la terre, il faut qu'on ait des gens qui ont des exploitations, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, il faut des industries de transformation. On a besoin de faire toute la chaîne pour que le pouvoir d'achat puisse monter, pour que l'économie puisse tourner dans le pays. Enfin, nous, agriculteurs, on n'a pas peur du demain, quoi, parce qu'on est des chefs d'entreprise. Donc on fait et on continuera avec les moyens qu'on a. Merci Madame Marlier. Un commentaire, Monsieur Niaoutine, sur ces commentaires sur notamment l'impact de la TGC sur l'agriculture et donc la nécessité de mesurer en fait finalement les impacts de cette nouvelle mesure à différents niveaux dans l'économie. Moi, comme je l'ai indiqué tantôt, moi je n'ai pas vraiment été dans les débats autour de la TGC, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai pris connaissance des différents taux et puis des secteurs concernés. Donc ce que je peux dire, moi, c'est sur l'impact. Vous avez dit, il y a un impact, les gens ils font les inventaires, ils croient qu'ils sont sur certains produits et ils n'écoulent plus alors qu'ils ne sont pas concernés. Bon, c'est peut-être là un problème de communication, quoi. Je veux dire que peut-être que les choses n'ont pas été suffisamment... les informations n'ont pas été suffisamment diffusées. Bon, voilà, donc la mise en place vient de commencer, donc je suppose que ça va quand même évoluer, que les gens ils vont pouvoir savoir ce qui est imposable de ce qui ne l'est pas.
C'était dans les comment on appelle ça là, c'était une difficulté qui a été, enfin, je l'ai entendu, donc je veux dire, c'est pas que dans l'agriculture, dans un certain nombre de secteurs, la restauration et tout ça là. Donc ça reste de toute façon quelque chose qui arrive quand on modifie, enfin, quand on innove. Moi j'ai juste dit tout à l'heure que le sujet il est en discussion depuis 1995. Donc malheureusement on a attendu la 20e année pour bouger. Donc moi c'est ce que je regrette le plus parce qu'on avait toujours dit qu'il faut une large explication avant que quelque chose bouge. Quand on bouge sur des dispositifs qui sont là depuis longtemps. Mais c'est là et donc il va bien falloir qu'on accompagne ceux qui font valoir des observations ou des réticences ou des choses comme ça. Parce que les choses ont été votées. Donc bien entendu que toute chose votée peut toujours être ajustée. Hein. Je crois qu'il y a déjà eu des débuts d'ajustement. Mais il faut que les différents secteurs puissent être entendus. Il ne faut pas que les ajustements soient seulement faits à l'endroit de ceux qui ont les meilleurs moyens de se faire entendre. Hein. Donc voilà. Donc ici, pour ce qui concerne la province Nord, même si ce qui a été dit, il faudrait avoir des choses à un niveau plus général. Bien entendu qu'on est pour le maintien des activités agricoles. Hein. Et donc s'il faut de la transformation, je dis, il faut y aller. Maintenant, que ça se fasse dans des conditions économiques de rentabilité. Moi, je veux juste dire que pour la province Nord, sur le périmètre là, on avait pris l'initiative par l'économie mixte. Hein, il y avait une unité de conditionnement des produits avec un système de ramassage ou d'écoulement vers la base de la ville de Waouto vers les autres destinations. C'est peut-être ce genre de choses, c'est-à-dire c'était en accompagnement de la construction que ça puisse bénéficier aux acteurs du BTP ou d'autres types de professionnels qu'on les a formés, c'était d'en faire profiter l'agriculture, pas seulement l'agriculture marchande. Sur le périmètre de la zone, mais j'ai parlé aussi que moi je suis de la côte est, mais il y a des gens qui produisent aussi dans les tribus, donc ça aurait pu être une possibilité d'écouler leurs produits s'ils étaient conditionnés. On a dû retirer le projet et on a prévu de le laisser aux professionnels. Là, vous savez de quoi je parle, parce que les professionnels agriculteurs ont dit qu'ils sont capables de le faire, mais le projet n'est pas sorti et la construction est terminée. Mais ça reste un besoin dans ce genre de choses-là. C'est-à-dire conditionner les produits de l'agriculture pour pouvoir les orienter sur le marché. Et de la transformation, s'il y a un débouché protégé peut-être, mais qui fasse qu'il y a la production en amont pour que la transformation puisse avoir une espèce de continuité. Comme on peut se dire aussi que dans certains domaines, les matériels de transformation, notamment dans les fruits et autres, il peut y avoir un même type de matériel à assainir et autres, mais qu'on transforme les produits de saison, par exemple dans les fruits ou certaines choses comme ça. Ça existe aussi, ça. Donc il peut y avoir une continuité dans la transformation si on a du matériel qui permet de passer de la transformation de certains produits saisonniers et tout, etc. à un autre. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas un professionnel. Mais je veux dire, on peut avoir donc une stratégie. Alors les mots, après, ils se déclinent. Il faut utiliser filière quand il faut parler de filière, de ceci, de cela. Mais je veux dire, si on raisonne l'agriculture d'une manière générale, on a des terres à mettre en valeur sur propriété privée comme ces terres coutumières.
est-ce qu'on peut améliorer les politiques publiques d'accompagnement des initiatives privées? Et est-ce que les acteurs privés aussi peuvent se mettre dans la démarche? Et alors on dit une base logistique ou synergie ou autre chose, mais qu'est-ce qu'on peut mettre on va dire, en relais quelque part pour que chaque acteur n'ait pas à transporter lui-même, n'ait pas à s'acheter tout le matériel, n'ait pas à ceci, cela. Oui, on est une population quand même réduite à l'échelle du pays. On a des potentiels et quelque part, c'est sûr que ça passe par la protection. Parce qu'il a été dit, par rapport aux choses importées, voilà. Donc, moi, je conviens tout à fait qu'il faut approfondir je ne sais pas comment on pourrait dire ça, cette orientation. Dans l'immédiat, là, moi, je note ce que vous avez dit, qu'en ce moment, il y a quoi? Il y a des risques de licenciement et autres par rapport à un dispositif qui vient d'être mis en place. C'est juste que moi, j'aime bien les précisions. Donc, est-ce que les activités agricoles dont il est question, est-ce qu'ils emploient autant de gens que ça, hein, en CDI? Parce qu'il y a aussi les emplois de saison. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le même panier si ce n'est pas dans le même panier. Parce qu'à jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas autant d'emplois salariés que ça en CDI dans l'agriculture. Comment on y arrive? Ben, on peut y arriver justement en structurant, ce que je dis en amont. Enfin, je veux dire, c'est quand même tout ça qu'on se dit, on est du milieu quand même. Hein. Par ici, dans le secteur agricole, beaucoup d'ouvriers agricoles ici, ils viennent de la côte est parce que les gens de ce côté-ci, là, ils préfèrent travailler dans la mine ou ailleurs. Hein. Voilà. Donc moi, je vais aussi sur le terrain. On a eu des rencontres ces temps-ci de proximité avec les agriculteurs. Et qui me disent aussi, un certain nombre, qui posent des questions, tout ça là. Ah, il y a le truc de la terre, le foncier, le statut du foncier, et de pouvoir faire quelque chose. Ils ont beaucoup parlé de la TGC aussi, non, je vous confirme, ils posent des questions, mais comme je n'étais pas la bonne personne sur le coup, je n'ai pas vu machin, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, qu'on peut prolonger les échanges au-delà. Donc, dans l'immédiat, peut-être bien mesurer de quoi on parle sous cet angle-là, la partie sociale de la chose et la partie économique. Okay. Je me retourne vers la salle. Alors, je vois, j'ai Atam Beladji et ensuite Denis Etourneau. Merci. Donc, Atem Beladji, comité directeur de la FAC, mais également président du cluster numérique de Nouvelle-Calédonie, Open. Donc, nous, à titre donc deux sociétés que je dirige dans le numérique, dans les nouvelles technologies, on est en train de s'implanter dans le Nord. Ça reste des secteurs donc porteurs qui accompagnent, je dirais, le développement économique de la Calédonie, et en particulier en ce qui concerne l'implantation dans le Nord, les entreprises dans le Nord, parce que c'est les gains de productivité qu'on va chercher, c'est être, je dirais, dans ce qui se fait au mieux aujourd'hui dans le monde. On ne peut pas le faire sans passer par le numérique. Et je voulais poser deux questions. Rapidement, est-ce que vous avez mûri une réflexion pour l'accompagnement dans la transformation numérique des entreprises du Nord? Et en ce qui concerne la province Nord, est-ce qu'il y a également une stratégie, une réflexion sur la simplification administrative que peut amener le numérique dans le cadre des démarches, ce qui permet de simplifier la vie à tout le monde et améliorer également les coûts de gestion administrative des instructions, par exemple? Merci. Alors, ça ne va pas être très long parce que je ne crois pas qu'on a approfondi les choses dans le sens que vous dites. Hein. Donc, on est déjà saisi par un certain nombre de bénéficiaires. Hein. Donc, enfin, je veux dire, que ce soit les collectivités, je veux dire la simplification administrative, ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi, la guichet unique ou autre voilà, dématérialisation. Donc on a eu récemment un amendement il y a une semaine ou quelque chose comme ça.
avec par exemple on appelle ça comment, le payeur de la Nouvelle-Calédonie, les services financiers et autres là. Donc on a relancé le sujet. Donc ça passe évidemment par la formation aussi, dans nos choses là, la dématérialisation. Et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, évidemment, la province, on peut peut-être plus progresser que dans les petites communes, c'est des petites équipes, hein, donc ça prend un peu plus de temps. Et il faut le matériel qui va avec ça. Mais les pistes sont ouvertes hein, sur cette partie-là. Donc il faut qu'on avance sur... ce sont des sujets qui sont traités aussi au niveau national. Sur quand vous avez parlé d'accompagnement, c'est de l'accompagnement dans cette démarche. Oui. Bah oui, sur le principe, oui, mais on n'a pas vraiment pour le moment de stratégie bien établie puisqu'on est en train d'en parler. Mais je veux dire, oui, il va bien falloir que... Puisque c'est le développement des services hein, donc, qui passe par... Alors en même temps, je suis un peu, comment dire ça, dinosaure, moi, la chose. Je ne veux pas trop parler de choses que je ne maîtrise pas trop. Moi, je suis encore au stylo et à la tradition orale. Mais il y a des gens dans le service, dans mon équipe, qui travaillent là-dessus. Il y en a qui sont au fond de la salle, là, mais ils ont entendu. Donc, on va pouvoir approfondir les sujets. Mais j'ai assisté à une autre rencontre de proximité sur Nouméa où le sujet aussi a été évoqué par des gens qui étaient présents. Juste à titre indicatif, en fait, on avait été saisi à la Sofinor il y a quelques années sur un projet d'école numérique qui avait été mené par Valérie Morigna, qui est une universitaire calédonienne, enfin qui travaille aux États-Unis aujourd'hui, je crois. Et donc elle avait choisi de partir exercer ses activités ailleurs. Et ce projet n'avait pas vu le jour, mais en fait, il nous avait particulièrement intéressés en province nord. Donc, ça fait partie des choses. Denis ? Voilà. Donc moi, premièrement, je voulais remercier le président d'avoir consacré du temps pour nous recevoir. Et je remercie Laurent et ses équipes d'avoir initié cette réunion. C'est très important que le monde économique puisse parler avec le monde politique qui prend les décisions. Un sujet qui me paraît essentiel, c'est qu'on parle du développement et de tous les secteurs confondus. Et on l'a vu en Nouvelle-Zélande avec les problèmes de logistique, on l'a vu au Vanuatu, on l'a vu à Fidji. Si on ne crée pas un port commercial, on ne peut pas développer réellement à long terme un développement économique. Et des industriels comme nous, on a voulu se battre pour suivre le choix du rééquilibrage, et on l'a fait quand quelquefois ça ne se justifiait pas économiquement. Nos associés ne comprenaient pas. Néanmoins, on l'a fait dans un objectif, c'est qu'à l'époque, il y avait une volonté d'avoir une stratégie logistique, et c'est pour ça qu'avec la FINC, on avait initié ce hub de distribution qui était tout à fait viable pour nos entreprises, mais la nécessité de faire un port. Alors, je reviens de Paris, j'ai vu l'Union européenne, on voit les financements AFD. On peut avoir les financements pour un port commercial. Il y a une volonté, tout le monde sait que pour un rééquilibrage, il faut des infrastructures et un port, c'est essentiel. Nos sociétés, Xavier en a parlé, et avec Serge, on en a d'autres, on crée de la production dans le nord pour le marché du sud. Néanmoins, on crée un double frein économique avec les problèmes logistiques. On a les moyens avec nos partenaires au Vanuatu, à Fidji, on travaille avec le Forum, le fer de lance depuis de nombreuses décennies. Il y a une réelle volonté, on a un réel savoir-faire ici. Notre force, et le président l'a bien développé, l'ASLN a créé Nambo, Ducos. Ducos, ça a été un poumon économique, a créé des dizaines de milliers d'emplois et a créé un savoir-faire calédonien exceptionnel. KNS, c'est la même chose. C'est un projet formidable qui a un potentiel énorme et on crée un savoir-faire. On a créé les grappes, on a créé
l'innovation, on a créé tout ça. La FINC est une force de proposition. Il y a une urgence à l'heure actuelle, c'est la TGC. On a été sollicité, on a expliqué nos soucis, on l'a fait à plusieurs reprises. Maintenant, on est arrivé à une situation d'urgence où on met à mal un secteur qui crée de la valeur ajoutée, qui crée beaucoup d'emplois, des emplois à Netchaut, des emplois sur VKP, des emplois un peu partout. Et on prend des gens qui sont très peu qualifiés souvent, dans le BTP, dans le bâtiment, dans l'industrie, et on crée des gens avec des salaires assez élevés, bien formés, qui ne restent pas un magasinier comme beaucoup d'autres secteurs d'activité. Donc moi, ce qui me paraît essentiel à l'heure actuelle, et je suis sensible à votre écoute, c'est que la TGC, c'est un réel problème. Ça ne devait pas être un problème, il y avait des solutions. Je pense qu'il y a eu une réunion hier où le gouvernement a été un peu plus sensible, mais c'est quand même dommage, Président, que des gens qui se connaissent depuis très longtemps, avec qui on a des relations, on ne puisse pas dialoguer et éviter de se retrouver à une échéance qui peut mettre à mal complètement un secteur d'activité en Calédonie qui crée de la réelle valeur ajoutée, qui crée des investissements de plus d'1 milliard, je ne parle pas de KNS, des investissements énormes qui s'amortissent, et vous le savez mieux que nous, sur 40, 50, 60 ans, mais qui créent tout un secteur d'activité et tout. Et moi, ce qui me chagrine, et c'est pour ça que je voulais venir aujourd'hui, c'est comment ça se fait qu'on a beaucoup travaillé avec nos décideurs politiques, le gouvernement et tout, sur la mise en place d'une taxe nouvelle, qu'on ne critiquait pas, mais que quand on avait proposé des solutions ou quand on avait expliqué les besoins de notre secteur d'activité pour pérenniser l'activité, hein, pas gagner plus d'argent, hein, maintenir les emplois et tout, on se retrouve maintenant confronté à une situation grave. Alors je voulais votre avis là-dessus. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas? Aujourd'hui, on a un bon dialogue, c'est constructif, c'est intéressant, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à éviter de se retrouver à une situation qui peut être critique pour un pan important de l'économie calédonienne, qui est l'envie de beaucoup de pays et beaucoup de territoires français. On est une référence au niveau des industries de transformation par la taille du pays. On nous envie. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette situation? Je cherche le micro, maintenant je parle directement. Franchement, j'ai un peu dit tout à l'heure qu'on aurait dû s'y prendre plus tôt. C'était un chantier ouvert pour le début de 20 ans, hein, donc ça devait accompagner moi. Il y a eu tergiversation, enfin, je veux dire, voilà, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dialoguer? Moi, je sors d'un groupe de travail où on n'a pas pu dialoguer, déjà entre nous, quoi. Voilà, je ne peux pas en dire plus, c'est-à-dire que pour dialoguer, il faut vouloir dialoguer, hein, et écouter l'autre. Mais quand on dialogue des choses, c'est-à-dire on écoute, mais on a déjà bloqué dans la tête la chose, la posture, je suis au regret de constater que moi j'ai participé à tout depuis 30 ans, un comité de suivi de l'accord de Matignon-Dino, un comité signataire. D'arriver à une situation où on discute même les mots, quoi. Voilà. Donc, moi, je dis dans une conférence hier à l'université que je ne peux pas répondre à la place des autres. Moi, je dis simplement que sur la fiscalité, je me suis proposé, non, c'est pas, je ne me suis pas proposé, on m'a désigné président d'une commission ad hoc de 1995 à 1997 sur la fiscalité. On était parfois à 50 ou 60 dans la salle, parce qu'à part les membres du Congrès, il y avait les gens qu'on invitait, les gens qui venaient participer, les professionnels. On a mis sous le coude. Mais on a quand même trouvé l'accord de Nouméa en 2000. J'ai demandé si on pouvait reprendre le dossier. On m'a dit que bon, on va voir.
Mais chacun sait que la première mandature de l'accord de Nouméa, il y avait le commandement unique. À partir de la présidence de la province sud, il n'y a pas eu de répartition des secteurs et il n'y avait pas de collégialité. Donc dans cette période-là, évidemment, on ne pouvait pas bouger. Mais quand en 2004 ou 2005, ça a changé, j'ai relancé. Et puis ça a un peu bougé, mais on arrive quand même là. Donc, dans cette manière de faire, donc les uns et les autres ont été consultés, vous avez même fait des propositions structurées. Mais si les vis-à-vis, les interlocuteurs, ils n'ont pas l'intention de composer, ben ils ne composent pas. Mais ça, je le dis, c'est le plan politique. Sur le plan des dossiers, normalement, on devrait faire, on aurait dû pouvoir mieux se débrouiller que ça. Mais si j'entends ce que j'entends, quoi, je veux dire, moi, j'étais plus sur le dossier depuis un moment, parce qu'évidemment, il fallait traiter les autres sujets plus institutionnels que politiques. Mais moi, je peux pas expliquer autrement que de dire que s'il n'y a pas de volonté de dialogue, ben, on ne dialogue pas. Malgré tout, on est un petit pays et il faut bien qu'on arrive à échanger. Et pour ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas d'autre voie que de discuter. Sinon, on fait autrement. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir en dire plus. Mais sur le début de l'intervention, un port ailleurs que dans le Grand Nouméa, ben nous, on a porté, enfin je vais dire ça comme ça, le port de Népouy. J'ai, avec André Ndang, et pas André Ndang, avec, André est venu après, avec Raphaël Bidjo qui n'est plus avec nous, hein, ben, quand on a demandé à la SLN un rééquilibrage, est-ce qu'on peut faire une usine dans le nord, ou vous prévoyez d'ouvrir Copeto, il y a un port là, ça peut être là, qu'on fait le port, la transformation du nickel. Ben, c'est net. Monsieur Rambaud, il m'a pris de haut, il m'a dit, qu'est-ce que tu sais, toi, de ce que ça coûte un nouvel investissement industriel. Je dis, j'en sais rien, j'ai étudié un peu, mais quand même. Ben, mon usine dans le sud est déjà amortie. Je dis, oui, je sais. Mais le procédé, il est peut-être un peu ancien. On peut en faire un autre à l'occasion de la mise en œuvre de votre propre, comment on appelle ça, plan minier. Puisque c'était après Gwawa, c'était là, et ensuite, voilà. Et donc, c'était une occasion en même temps, parce que il faut rappeler que si on a planté, enfin, on s'est mis à Népouy, nous, la région nord et tout, etc., c'est que quand même cet endroit-là, cette plaine d'Engaïek a été réservé depuis longtemps. Non seulement les Américains ont fait un aéroport, mais c'était prévu pour faire une zone d'activité affranchie, une zone franche, depuis les années 50, par le gouvernement le normand, par les trucs de la loi cadre. Là. Ben nous, Jean-Marie et tout, ils savaient l'histoire, moi je ne savais pas forcément. Est-ce que c'est l'occasion maintenant? On rectifie le cours là et puis on fait un accès comme on a fait après à Baoudou, et puis le port, là on est à 12 Pardonnez-moi, on est confronté à une petite limitation technique, donc on va continuer la discussion si vous voulez après, mais en fait la retransmission va s'interrompre dans 5 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continuera la discussion après, on redonnera la parole à la salle. Je vous propose donc pour les besoins de la retransmission qu'on fasse une petite conclusion sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi je retiens 2 idées fortes. La première, c'est que qu'a exprimé Xavier Benoît, c'est que finalement cette échéance politique qui arrive prochainement n'est pas perçue comme étant un frein, un handicap
du point de vue des acteurs économiques, et que on voit déjà qu'on est tout à fait là dans cet esprit de la construction du vivre ensemble. Deuxième idée forte, c'est justement on est confronté à ces difficultés de la relation politique entre les différents acteurs politiques et à une certaine rupture du dialogue, des échanges avec le monde économique. Donc peut-être que là, il y a une réflexion à mettre en place finalement pour avoir des circuits plus directs, pour mener ces réflexions-là de façon la plus concrète possible. Je vais donc après vous demander rapidement, peut-être, alors je vais demander à l'un d'entre vous au niveau de la fin de faire une petite conclusion, et pour terminer, on donnera la parole à Paul Néautine pour essayer de faire une petite conclusion rapide, et on continuera notre discussion par la suite. Moi, vraiment un grand merci pour cet échange. Je pense que vous l'avez compris, les industriels calédoniens ont besoin de ces échanges pour pouvoir construire le modèle de leurs industries. Moi, je retiens de nos échanges qu'il y a une volonté politique en province Nord d'accompagner un secteur qui est le secteur de l'industrie de transformation, qui a des potentiels. On a rapidement parlé sur certains secteurs, et qu'il faut juste, par les discussions, arriver à valider les outils de politique publique qui vont permettre d'accompagner ce développement, et que ce soit un développement, en tous les cas, qu'on s'assure que ce soit un développement qui soit bénéfique pour tous. Ça, c'est un point important, et que ces richesses qu'on créera avec ce secteur, on puisse effectivement les partager. C'est quelque chose d'essentiel. Donc en fait, d'un échange simple, puisque l'échange est finalement toujours simple, on trouve de l'espoir pour accompagner un développement. Puis j'ai bien noté le nom du futur port du Nord en province Nord, donc on saura le porter aussi. Merci. Paul Néautine. Donc, bien entendu, vous avez bien résumé le sens de ce que j'ai dit. La province Nord mise sur la poursuite du rééquilibrage, quel que soit le vivre ensemble a besoin d'une économie, et donc toutes les fois où on peut développer des activités et transformer, valoriser, mobiliser, créer des emplois ici, ça vaut le coup de chercher les voies et moyens d'arriver à permettre que ces activités-là se développent pour la construction du pays, mais aussi pour son intégration dans la région. C'est aussi de pouvoir échanger économiquement avec les pays de la région et pas seulement privilégier les importations sans exportation. Donc il faut qu'on y arrive. Donc ça reste la posture de la province Nord à l'endroit des propositions que vous avez formulées. On reste à l'écoute pour effectivement avancer, en sachant que le levier de commande, il n'est pas seulement au niveau de la province, il est entre tous les acteurs de politique publique de la Nouvelle-Calédonie. Mais comme ça a été souhaité, bien entendu, les élus de la province dont je suis, on essaiera de relayer au maximum ces propositions dans le sens constructif. Merci à tous. Donc ça met un terme à la retransmission, mais je vous propose, donc il y a encore des questions. Je sais que Serge Darmizin avait une question, et puis ensuite Carole Vassilev également. Bon, merci.